Ça se passe bien, c'est bon? Extrêmement bien. C'est super, on déguste de très bonnes choses. Le lieu est magnifique, splendide, ça permet de déguster dans des bonnes conditions. Et puis l'accueil, comme d'habitude, chez Dugas est exceptionnel. Dugas Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Les 18 et 19 septembre dernier, la nouvelle édition du salon Dugas Club Expert s'est tenue au carreau du Temple, au cœur du Marais, à Paris. Au programme, plus de 135 marques de spiritueux, toutes catégories confondues, rhum, whisky, gin, vodka, mais aussi des portos, des xérès ou encore des sakés. Plus de 1000 références, plus de 200 nouveautés et des dégustations animées par des producteurs, maîtres de chais et master distilleurs venus des quatre coins du monde pour présenter les produits sur lesquels ils ont travaillé toute l'année. Dans cet épisode, une immersion au cœur de la maison Dugas, à la rencontre de ceux qui enrichissent au quotidien le monde des spiritueux. À l'arrivée au carreau du Temple, ça fourmille. On est le 19 septembre, il fait encore chaud à Paris. Les cavistes, restaurateurs ou distributeurs venus de toute l'Europe se pressent aux différents stands pour rencontrer les producteurs des spiritueux Dugas. Tournons-nous tout d'abord vers l'aile des rhums. Ici, des rhums venus du monde entier, du Venezuela aux Caraïbes, des Philippines au Vietnam. Je passe justement devant le stand de Sampan où j'aperçois Julien Massé, cofondateur de la distillerie d'Indochine, qui est en pleine présentation de ses rhums. Ça c'est le dernier, c'est Brut de Fût, barrique numéro 11, 4 ans, exclusivité monde Dugas parce que c'est une barrique à 430 bouteilles. D'accord. Sampan, c'est l'aventure de 3 copains en 2017 qui achètent un terrain au Vietnam et qui partent dans l'aventure de distiller de la canne à sucre. Donc Sampan, c'est uniquement des jus et des rhums à base de canne à sucre endémique du Vietnam, une canne qui pousse à 40 km de la distillerie, dans un terroir absolument magnifique et avec des qualités de canne vraiment optimales. Dans des circuits courts, on essaie de s'engager beaucoup dans la durabilité, on essaie de s'engager aussi dans la localité avec nos équipes qui sont principalement vietnamiennes, dans un village de pêcheurs à Hoi An. Donc on produit des rhums à base d'une canne endémique qu'on distille dans une colonne armagnacaise à 11 plateaux. Et on a 3 rhums blancs présents dans la gamme, donc qu'on réduit pendant des temps très longs qui vont de 6 à 12 mois au goutte à goutte. Et la nouveauté cette année, c'est que pour la première fois, le Vietnam exporte des rhums vieillis sur ses terres. Et donc 2 nouveaux rhums arrivent avec la gamme Cellar Series 2018 en assemblage de fûts de cognac et en brut de fût. Quel rhum est-ce que vous vouliez faire au Vietnam? Pourquoi un rhum au Vietnam? En fait, le Vietnam est un terroir qui a à peu près 60 cannes à sucre différentes. La canne, originellement, vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été ensuite ramenée sur des bateaux de cabotage des mers d'Asie du Sud-Est qu'on appelait des sampans, vers nos contrées, nos tropismes, qui sont sous les mêmes parallèles que la Rhum Belt, la ceinture du rhum, entre le 15 et le 18e, de nos émérites confrères un peu partout dans le monde. Donc ça faisait sens, on avait une super canne, on a essayé de trouver la plus belle variété endémique, donc canne jaune qui s'appelle la Cavand, pour produire des rhums pur jus de canne. Et alors, comment vous pourriez décrire vos rhums vieillis qui sont la nouveauté cette année? C'est ça. Nous, on est dans un vieillissement qui est quand même assez spécifique parce qu'on est sous les tropiques, pas les mêmes tropiques non plus qu'aux Caraïbes, mais on est dans des chais humides à 90%. Donc il y a énormément d'échanges entre le bois et l'air, ce qui fait qu'on a d'ailleurs une perte des anges assez importante puisqu'on perd 11% la première année, 7% et 6% les années suivantes. Donc c'est des rhums qui sont accélérés en termes d'évolution. À côté de nous, un caviste en pleine dégustation. Ça vous plaît? Oui, bien sûr, très sympa. Toujours ravi de faire des nouvelles découvertes. Et vous connaissiez déjà la marque? Pas du tout, non, découverte aujourd'hui. Donc voilà, profiter du salon pour déguster ces petites nouveautés pour moi. Derrière moi, je sens une certaine agitation au stand de la favorite. Allons donc voir ce qui s'y passe. Bonjour. Je peux enregistrer les dégustations? Monsieur, bonjour. On s'occupe de vous?
Ouais. Non, il y en avait très peu et la dernière bouteille est en masterclass. C'est la star, la Flibuste? Absolument. Mais il y a d'autres belles découvertes chez la favorite, notamment cette cuvée anniversaire. Voilà, avec après avoir fait du parcellaire et du variétal, on fait la récolte mensuelle. Donc une belle expression sur mars, avril, mai, juin. Vous avez commencé avec le cœur. Et ça vous a plu? Vous avez déjà goûté alors? Oui, tout est très bon. Oui. On aime bien le rhum. C'est plus facile. Et c'est vrai très que non, différent. C'est une bonne idée d'avoir fait des variétés pour l'anniversaire. Et c'est très différent des cuvées habituelles? Notamment en juin, oui, était particulièrement bon. Madame, bonjour. Qu'est-ce que je peux vous faire découvrir? Et là, un mouvement de foule. Philippe Nkoumou, ambassadeur pour la marque en France, est revenu de masterclass avec la dernière bouteille de Flibuste. Les verres se tendent pour recevoir quelques gouttes de la star de la favorite. Honneur aux dames, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des dames qui veulent. On va se la partager. Tiens, regardez, il y a une dame qui veut aussi. Je sais pas, on va la presser. Ouais, donnez-lui un petit peu, une goutte. C'est la fin de la bouteille? C'est la fin de la bouteille, mademoiselle. C'est quelle bouteille? C'est la Flibuste millésime 2020. Et comment vous pourriez décrire ce rhum alors? Pourquoi est-ce qu'il est si exceptionnel? Alors d'abord, il est très vieux, c'est notre plus vieille gamme. Ensuite, ce rhum est un rhum plutôt facile, accessible, rond, qui est très proche d'un bas armagnac, avec une finale un peu pruneau. Et ça lui donne effectivement ce côté pâtissier que les gens aiment bien également. Donc il est faiblement alcoolisé, on est aux alentours de 40 degrés. Voilà, donc tout ça fait que c'est un joli produit, accessible, dans une belle bouteille iconique, qui fait très pirate. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce rhum-là. Et est-ce que vous pouvez me parler de la cuvée anniversaire alors? Alors, la cuvée anniversaire, le parti pris de Franck Dormois, qui est le maître distilleur et le maître de chai de notre jolie maison artisanale et familiale, c'était de se dire que pour nos 180 ans, il allait créer une cuvée de rhum blanc. En général, on crée des cuvées de rhum vieux, d'accord, mais de rhum blanc plus rarement. Et là, il ne produit pas juste une cuvée, il en produit 4. Et son parti pris, c'était de se dire, sur un même millésime, 2022, quelle sera l'influence du temps, de la météo, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, sur cette même cuvée, sur ce même millésime. En distillant à un mois d'intervalle, de mars à juin, qu'est-ce que va apporter le temps sur le profil aromatique de ces rhums. Et c'est bluffant parce qu'il partait de zéro et in fine, c'est l'avis de tout le monde, c'est qu'effectivement, le mois de mars ne ressemble pas au mois d'avril et ainsi de suite, jusqu'au mois de juin. Donc c'est une vraie réussite parce que ce sont des rhums blancs dont on pourrait dire ce sont des rhums assez forts, etc. Et non, là ce sont des rhums de bouche, hyper élégants, hyper soyeux, avec un joli gras, mais avec des profils aromatiques un peu différents. Laissons le stand de la favorite savourer ses dernières gouttes de Flibuste et allons voir ce qu'il se passe du côté des rhums de Cède, où je vois Marc-Antoine Ruffet, brand ambassadeur de la marque, en pleine explication. Donc, on est sur 6 mois de vieillissement en fût de whisky de la maison Roselier. On va utiliser la gamme la moins tourbée de chez eux, puisque même si ce n'est pas un des plus tourbés du marché, il y a quand même des notes de tourbe sur certaines gammes. On va utiliser la gamme subtile pour justement avoir ce côté céréalier et maltais que vous allez retrouver en arrière-bouche. Alors on a deux façons nous chez Tissette d'utiliser les vieillissements en fût. On va avoir une manière de pouvoir sublimer vraiment le fruit en utilisant les aromatiques qu'on va gagner dans le vieillissement pour vraiment mettre en valeur le fruit après la macération, ou alors de créer de la complexité, comme par exemple sur celui que vous êtes en train de goûter, l'ananas caramel beurre salé, où là, du coup, on va élargir la palette aromatique de base pour justement avoir un arôme beaucoup plus complexe au moment de la dégustation. Ça vous plaît? Ouais, non, franchement, c'est très très bon. C'est très sucré, c'est comme il faut. Vous goûtez lesquels? Là, donc, c'est le ananas caramel beurre salé. Oui, un de nos grands classiques et puis un des produits qu'on avait qu'on était fiers de produire. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une recette au caramel au beurre salé, étant originaire de l'Ouest, puisqu'on produit nos produits entre Nantes et Pornic. Et donc le caramel au beurre salé, on le fait faire spécialement pour nous par un maître artisan qui s'appelle Martin Perdreau.
et du coup d'enlever une problématique qu'avait Cédric, parce qu'il avait déjà fait beaucoup d'essais avec du caramel au beurre salé. Le caramel au beurre salé qu'on connaît tous des Priscifines et qu'on utilise dans les crêpes, mais qui est trop riche en matière grasse. Donc du coup c'est pour ça qu'on a créé cette recette d'un caramel au beurre salé très pauvre en gras, pour justement mettre en valeur le produit et avoir un produit totalement uniforme et quand même conserver toutes ces saveurs du caramel au beurre salé qui nous fait tant plaisir quand on voyage en Bretagne. Sur le stand d'à côté, un visiteur ravi. Ça se passe bien, c'est bon? Extrêmement bien. Et là, c'est les nouveaux batchs que vous dégustez? Exactement. Qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on déguste avec Jérôme. Donc là, on a fait le Paraguay et on est en train de déguster l'île Maurice. Jérôme Ardès, c'est le brand ambassadeur global rhum de la Société du Gars qui est en train de présenter le nouveau batch de la Maison du Rhum. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Maison du Rhum? Alors, la Maison du Rhum, c'est un concept qu'on a créé à peu près il y a un peu plus de 4 ans avec Monsieur Dugas. Donc le but de cet embouteillage, c'est d'avoir une origine, une distillerie et une histoire. Donc tous les rhums qu'on sélectionne sont sélectionnés auprès des distilleries, mais c'est surtout qu'ils sont tous vieillis dans chaque origine. Il n'y a pas de vieillissement continental. Et après, nous, on s'occupe que de la réduction du volume d'alcool et de la mise en bouteille. Et ça fonctionne bien alors, les différentes marques du groupe Dugas, les différents produits du groupe Dugas réunis ensemble? Oui, complètement, puisque là, alors ce qui intéresse le public comme les cavistes sur la Maison du Rhum, c'est que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des styles différents, des comptes d'âge différents, des puissances différentes. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et en plus, c'est une gamme qui est monoprix. Donc c'est un prix unique, quel que soit le compte d'âge, le volume d'alcool. Donc les gens se concentrent qu'au produit. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est moi. Allez, quittons la Rhum, je vois de l'effervescence dans l'allée des whiskies. Jota Tanaka, le master blender star de la distillerie du Mont Fuji, est en pleine explication de ces nouvelles cuvées. Est-ce que quelqu'un vous a déjà montré que le fond de la bouteille représente le mont Fuji? Nous sommes très fiers d'être uniques par notre histoire, par la façon dont nous produisons notre whisky et par le style de notre whisky. En ce moment, nous présentons notre Single Blended, qui est le premier de ce type dans l'histoire, pas seulement au Japon, mais partout dans le monde. C'est pour cela que nous disons que nous sommes les pionniers du Single Blended, parce que nous sommes les premiers à créer un blend à partir de différents whiskies d'une même distillerie. Nous avions notre single malt et notre single grain. Alors pourquoi ne pas les mélanger ensemble? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est ou quel est le but. Les deux concepts importants pour comprendre un single blend, c'est le terroir et le temps. L'idée avec notre single blended n'est pas seulement de tout produire au même endroit, c'est aussi d'utiliser la même eau de source, qui est un cadeau du mont Fuji, et de prendre le temps. L'exact même temps, dans le même environnement, dans nos chais, avec les mêmes personnes qui s'occupent de nos jus. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement la France pour exporter les whiskies du Mont Fuji? En fait, nous n'avions jamais vraiment pensé à l'export. Nous étions très concentrés sur notre marché, le marché japonais. Et quand on a pensé à l'export, la maison Dugas est venue nous voir et on a compris qu'on partageait la même passion et les mêmes valeurs. Mais il y a autre chose. Vous avez une grande histoire avec la gastronomie et un très bon palais. Je suis très heureux que les gens ici reconnaissent et aiment notre délicatesse, notre finesse, comme ils la reconnaissent dans les grands vins de Bourgogne ou de Bordeaux. Ils aiment vraiment notre complexité. Oui, j'en suis très heureux. Laissons Jota reprendre sa conversation avec son associé. J'aperçois du coin de l'œil une marque de whisky qui m'intrigue, Smokehead. C'est la marque Smokehead De nom. De nom, ouais, ok. Vous aimez bien le whisky qui est tourbé? D'accord. On a indépendant de tous les distilleries d'Islay. On est un single malt, donc ça vient de une seule distillerie sur l'île, mais
C'est notre marque à nous. Smokehead, c'est un Islay single malt, un pur malt de l'île de l'Islay, de l'ouest de l'Écosse. C'est une marque indépendante chez Ian MacLeod Distillers. Ça a commencé en 2005 et ça a eu beaucoup de réussite ici en France et dans le monde entier. On a basé notre marque sur l'idée d'avoir une marque sans distillerie, de créer notre histoire à nous-mêmes et d'expérimenter, de faire tout ce qui était anti-tartin, anti-tradition, de vraiment casser les règles qu'on avait vues sur le monde Scotch whisky en général. C'est pour ça notamment que vous ne travaillez pas avec les ppm? Oui, exact. Les ppm, en général, quand on parle d'Islay, sont associés aux distilleries spécifiques. Si je disais c'est tel ou tel ppm, le consommateur peut peut-être deviner d'où vient le liquide avant que c'est de Smokehead. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le ppm, on ne dit pas les distilleries, parce que pour nous, le plus important, c'est de maintenir l'indépendance de Smokehead. En fait, vous voulez être un whisky scottish, mais sans toutes les contraintes liées au territoire à chaque fois? Exactement ça. On voulait avoir quelque chose qu'on peut diriger sans regarder les traditions, les règles du monde du Scotch whisky. C'est tout à fait une rebelle d'Écosse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et derrière nous, un petit nouveau dans le monde du whisky est en pleine dégustation, Copperdog. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Oui, c'était très bon. C'est très bon, c'est rond, c'est facile à boire et ça peut permettre à plein de gens de passer un petit peu sur des whiskies qui ne connaissent pas trop. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est Copperdog? Alors Copperdog, si vous voulez, c'est un blended malt scotch. C'est un assemblage de 8 single malts de la région du Speyside. Donc Speyside, région où on retrouve 80 à 90% des whiskies écossais tels que l'on connaît, type Glenfiddich et autres. Donc si vous voulez, le Copperdog, c'est initialement, pour l'histoire, c'est un Anglais nommé Adam Pearce qui est tombé amoureux de la région et qui a racheté et remis au goût du jour le Craiglachie Hotel, qui est justement dans la région du Speyside. Et en fait, dans cet hôtel, il y avait originellement un pub qui s'appelait le Copperdog. Donc c'est dans ce pub, dans ce Copperdog, avec un ami à lui, qui faisait des essais avec des échantillons des différentes distilleries qu'il pouvait avoir aux alentours. Il en avait entre 30 et 40 sur un périmètre d'une vingtaine de kilomètres. Donc ils se sont bien amusés, ils ont trouvé des jolies recettes et au bout d'un moment, ils sont arrivés à ce produit-là qui est du coup un assemblage de 8 single malt 100% Speyside. Et comment est-ce que vous pourriez décrire les arômes? Alors au niveau des arômes, au nez, on va retrouver principalement de la pomme, donc pommes caramélisées qui partent même sur la tarte tatin. On va avoir également une prédominance céréale qu'on va retrouver à la dégustation. C'est vraiment un produit qui se boit facilement, qui est très doux, qui va être gourmand et qui a une belle rondeur en bouche et qui est vraiment très très accessible pour tous les palais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et là, j'entends derrière moi une jeune fille crier « J'adore Stoning !» Tiens, ça m'intéresse. C'est bon, Stoning? Oui, je suis de la conférence sur le whisky là, et du coup on a goûté enfin pas sur le whisky, sur les différentes tourbes, du coup on a goûté le fumé, et du coup chercher le sardin, il est très bon. Et là j'ai goûté le rail du coup, et le citron, du coup je connaissais pas la marque, c'était bien de faire le tour du monde de la taupe. Et t'es venu pour les conférences, pour la masterclass whisky? Non, pour les exposants, et du coup j'ai regardé le programme des masterclass et j'en ai fait 3. Et qu'est-ce que tu as préféré du coup là sur le salon? Les masterclass, que j'ai appris plein de trucs. Et pendant les masterclass, on goûte quand même les produits. Et t'as un coup de cœur produit? Je vais dire un coup de cœur parce que découverte, je connaissais pas. La vodka tourbée. Je connaissais pas du tout. Et c'est normal, c'est la première au monde. Et du coup, je suis contente, je suis pas venue pour rien. Et c'est de qui? Je vous redis ça tout de suite. Squadron 303. Voilà. Merci beaucoup. Partout autour de moi, les exposants commencent à ranger. C'est la fin du salon, il faut fermer les bouteilles et stopper les dégustations. J'aperçois le stand Teeling. Chris, leur brand ambassadeur, est en plein carton. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était super. Il y avait beaucoup de monde. Et puis j'étais très content parce qu'on avait une masterclass de Teeling.
mais c'était quelque chose un peu spécial parce qu'on a fait un accord made de whisky et fromage irlandais. Ouais, c'était cool. Laissons tous les exposants du Gars rangés tranquilles. À notre tour, il est temps de partir. Du Gars Club Expert, c'est la joyeuse assemblée de tous les passionnés de spiritueux venus du monde entier qui se rassemblent à Paris. Année après année, c'est la réunion d'une famille qui grandit et s'enrichit de nouveaux talents qui s'apportent les uns aux autres. Pour cette année, c'est bien la fin. Gageons cependant que c'est une aventure qui n'est pas près de s'arrêter. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les rhums sans pan, la favorite, les rhums de Cède, la maison du rhum et les whiskies Mont Fuji, Smokehead, Copper Dog, Stoning et Teeling chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.